Bonjour à tous et à toutes qui regardent cette entrevue. Dans le cadre de la causerie, de la série de causeries et de balados du programme de pratique de droit, nous accueillons aujourd'hui le professeur Alain Roussy. Vous êtes vice-doyen du programme de commande en français et professeur agrégé à l'Université d'Ottawa. Bonjour professeur Alain Roussy. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir ici au PPD au nom de Maître Christiane Sade, la directrice, et de l'équipe du PPD. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le vice-doyen du programme de commande en français. Vous avez formé un nombre important d'étudiants et d'étudiantes. D'où vient votre passion pour l'enseignement? Ma passion pour l'enseignement, mais je dirais d'abord et avant tout mes parents. Parce que moi, mes deux parents étaient les deux des enseignants au niveau secondaire. D'abord à Sturgeon Falls, là où on a habité dans le nord de l'Ontario, puis ensuite à Ottawa quand on est déménagé à Ottawa. Alors moi, j'ai grandi dans un environnement où on parlait d'enseignement. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, qui est maintenant mon épouse, ses deux parents, elles, étaient aussi enseignants, un au niveau secondaire et l'autre au niveau élémentaire. Alors j'ai été dans un environnement de 4 parents et beaux-parents là, qui étaient enseignants. Alors c'était un petit peu, et pour moi et pour mon épouse, c'était un petit peu une voie naturelle. Disons qu'on y a songé longuement, on avait considéré la profession d'enseignement parce qu'on avait vu nos parents passer par là. Alors c'était un peu naturel. Puis ensuite, pour mes expériences personnelles, quand je suis passé par l'université, j'ai eu des expériences d'aide enseignant, des choses comme ça. Et puis une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat, mon premier bac en sciences en fait, j'ai passé une année en Asie, puis j'ai enseigné l'anglais là-bas, comme plusieurs font, là, un peu de Teach English Overseas. Là. Puis c'est ça, fait que ça a été ma vraie première expérience là, de mener une salle de classe. Et puis j'ai bien aimé ça, fait que ça m'est toujours resté en l'air de la tête, là, cette possibilité éventuellement de devenir enseignant ou professeur. Donc ça, c'est une belle histoire. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que le français, c'est une histoire de famille et l'enseignement aussi. Donc, ça vient avec le temps et vos parents enseignaient également, si je ne m'abuse pas. C'est exact. Ok, donc automatiquement. Professeur aussi, donc vous effectuez un travail extraordinaire pour l'accès à la justice en français. Comment et pourquoi travaillez-vous pour assurer aux Ontariens et Ontariennes un accès égal à la justice française? Encore une fois, je retourne à mes parents parce que moi, comme j'ai mentionné, j'ai été élevé dans le nord d'Ontario, petite ville de Sturgeon Falls, où est-ce qu'on était quand même un bon bassin de francophones, mais quand même dans une masse d'anglophones dans le nord d'Ontario. Et puis, ça a toujours été important dans ma famille. Mes deux parents étaient franco-ontariens aussi. Et puis, on fait partie de l'équipe, là, si tu veux, à la fin des années 60, début des années 70, qui se sont battus pour avoir une école de langue française, une école secondaire de langue française à Sturgeon Falls. Fait que c'est un discours, disons, qui existait dans ma famille, là, cette idée de l'importance de la langue, l'importance du français, l'importance de l'éducation en français. Puis c'est ça, dans ma carrière, quand j'ai commencé en tant qu'avocat, j'ai travaillé quelques années à Toronto avant de revenir à Ottawa. Et puis dans un des cabinets où j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler sur des dossiers pour des conseils scolaires de langue française qui m'a un peu plongé ou replongé dans tous ces questionnements par rapport à l'éducation et la langue française. Fait que le fait que tout à coup je suis devenu prof dans le programme de commande en français, ça boucle la boucle dans un certain sens, dans le sens que je n'ai pas suivi la voie de mes parents exactement en devenant enseignant au secondaire, mais c'est une voie finalement un peu semblable dans un programme qui a une mission finalement un peu semblable. Tout à fait. Et récemment, vous avez reçu l'ordre de mérite de l'Association des juristes d'exposition française de l'Ontario. Donc, c'est un grand prix. Comment vous vous sentez à recevoir ce prix-là? J'ai été très surpris, là, dans le sens que moi, je suis pas du genre qui cherche les prix. J'ai pas encouragé personne à mettre mon nom de l'avant ou quelque chose comme ça. Puis, fait que je le reçois là, avec grande humilité. Là, puis, je
pense que la façon que ça a été présenté, je pense que je l'ai reçu pour deux raisons. Là. Un, le travail que j'avais fait avec un programme spécial qu'on avait à la faculté qui s'appelait Pratico, qui tentait d'offrir de la formation professionnelle continue en français aux avocats. Et deuxièmement, tout simplement, mon rôle en tant que prof et c'est ça, de prof et de vice-doyen. Et j'ai aussi eu un mandat de doyen par intérim de la faculté. Fait que je pense, bon, ça, fait qu'en tout cas, mais quand j'ai eu l'appel annonçant que j'avais reçu l'ordre du mérite, j'ai été bien surpris. Non, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup d'enseignement. Faire la promotion du français en Amérique du Nord, donc je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, il y a la survie du français, donc vous travaillez à rendre le français toujours vivant et même que le français continue à vivre et à s'éteindre. Maintenant, comment situez-vous l'Université d'Ottawa dans le système juridique en Ontario? Donc, il y a des étudiants qui vont nous écouter, il y a des candidats du PPD et d'autres personnes, le grand public qui va nous écouter. Comment vous situez l'université dans tout ça? Je pense que l'Université d'Ottawa a un rôle extrêmement important à jouer dans la francophonie canadienne de façon générale en tant qu'université bilingue, mais en ce qui a trait au domaine juridique plus spécifiquement, hein, on dit toujours que le programme de common law français, c'est une des deux seules places où on peut faire un JD traditionnel de 3 ans en common law en français dans le monde. Et puis, bon, c'était vrai il y a plusieurs années, c'est encore vrai. Il y a chez nous, puis il y a Moncton. Il y a d'autres universités qui offrent des programmes similaires ou avec, comme par exemple, je pense à McGill, où on peut faire un genre de common law et puis droit civil, des choses comme ça, mais pas un programme, là, si on parle d'un programme traditionnel de 3 ans en français, bon, mais c'est ici que ça se passe et à Moncton. Fait que je pense qu'on a un rôle extrêmement important. Puis c'est un programme qui a été d'abord et avant tout commencé par des Franco-Ontariens pour des Franco-Ontariens. Mais puisque, encore une fois, il y a juste 2 endroits au pays où on peut le faire, c'est un programme qui est devenu important à l'échelle nationale aussi parce qu'on accueille dans notre programme des gens du Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, etc. et de d'autres provinces et territoires aussi. Là. Fait que puis on le voit dans nos chiffres aussi, là, on n'a pas de difficulté à remplir nos classes, donc il y a une demande pour le programme. Il est plus gros aujourd'hui qu'il l'était 5 ans passés, et 10 ans passés et 20 ans à peu près passés quand moi je suis passé par le programme. Fait que il continue de jouer un rôle très important. Oui, c'est une mission vraiment importante. Donc, on sait que le Canada est un pays bilingue, même le système juridique. On sait aussi qu'il y a des défis au niveau du français devant les tribunaux. Quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés, selon vous, les avocats et les avocates d'expression qui s'expriment en français? Ouais, ben, je pense que les défis qui ont été identifiés par le rapport Rouleau il y a plusieurs années existent encore. Le rapport Rouleau, c'est un rapport qui a été écrit par le juge Paul Rouleau de la Cour d'appel d'Ontario il y a maintenant peut-être une dizaine d'années, là, je me trompe peut-être. Et puis, c'est ça, où il avait fait un peu un état des lieux, là, bon, de quelle est la situation de l'accès à la justice en français en Ontario, et puis il avait mis le doigt sur certaines lacunes, certains défis. Puis, une de ces lacunes-là, ou un de ces défis-là, c'était le nombre de juges francophones, le nombre d'avocats francophones. Et puis, encore aujourd'hui, quand moi je parle, là, je ne suis plus en pratique privée, mais lorsque je parle avec des avocats qui sont en pratique privée et qui me parlent de dossiers en français, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Aujourd'hui, comme 10 ans passés, comme 20 ans passés, c'est souvent la capacité du système de justice de fonctionner en français, tant au niveau des avocats, ça peut être l'avocat lorsqu'un client se cherche un avocat en français, ou l'avocat de la partie adverse, le procureur de la couronne, donc tout le palier avocat, le palier juge. On entend souvent les avocats se plaindre du fait que, bon, ben, j'aurais préféré procéder en français, mais il n'y avait pas de juge disponible en français, fait que finalement on est allé en anglais ou quelque chose comme ça.
Et aussi le palier administratif, si tu veux, des palais de justice. Est-ce qu'ils sont capables de fonctionner suffisamment bien? Fait que c'est un peu les mêmes choses qu'on entend. Puis, fait que, il y a eu diverses initiatives à travers les années là, pour essayer d'améliorer la chose, mais souvent on entend les mêmes défis qui reviennent. Non, je comprends. Donc, on espère qu'avec le temps, donc, ces défis vont trouver des solutions. Et en parlant de solutions, moi, je viens du programme de pratique de droit, donc je suis un diplômé de ce programme-là. Donc, c'est fait en français. Donc, c'est un programme de la communauté francophone pour les francophones. Donc, à votre avis, est-ce que le programme de pratique de droit peut aider dans ces défis-là? Parce que, de mon avis, on forme des francophones. Ouais. Donc, comment vous voyez la pertinence du programme de pratique de droit Ouais. pour ces défis? Mais si on retourne à la genèse du PPD, là, parce que là, le PPD, ça fait une dizaine d'années que ça existe, et puis la genèse du PPD, tant en français qu'en anglais, à l'époque, c'était une réponse à la crise au stage là, des années 2008, 2009, 2010, puis comment répondre à ça, et puis le barreau a décidé de répondre à ce défi-là en créant cette nouvelle voie, cette voie alternative à la profession. Puis là, ben, nous voilà, à peu près 10 ans plus tard, et puis le PPD, tant en français qu'en anglais, existe toujours. Puis moi, je pense que les chiffres le démontrent, qu'il y a quand même une demande en français, en anglais. À chaque année, il y a un certain nombre de personnes qui choisissent de passer par le PPD, soit dans certains cas parce que ils ont peut-être eu de la difficulté à se trouver un stage, mais dans d'autres cas, c'est parce qu'ils choisissent le PPD, puis le PPD offre des choses que le stage traditionnel n'offre pas nécessairement. C'est un exemple, mais ce n'est pas le seul exemple, mais le PPD est certainement plus pratique que plusieurs stages. Comme moi, j'ai fait un stage dans une cour. Bon, ben là, on ne sort pas d'une cour sachant comment gérer un cabinet. Après mon expérience dans cette cour-là, moi, j'ai travaillé dans un gros cabinet à Toronto. Mais encore là, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans un gros cabinet, on ne sort pas de ce cabinet-là sachant comment gérer un dossier ou gérer un cabinet. C'est une pratique très différente. Alors, pour ceux et celles qui visent en particulier, puis ça ne veut pas dire que les gens qui passent par ici sont limités au petit cabinet, pas du tout, mais en particulier ceux qui visent cette pratique-là, qui peut être en fait le plus, comment dirais-je, le plus aidant, là, si tu veux, là, pour les francophones qui se cherchent un avocat en français, que ce soit dans le domaine criminel, famille, testament, etc. Je pense que le PPD offre beaucoup à ces gens-là pour justement passer par ce programme-ci. Puis ensuite, à la fin du programme, ouvrir son cabinet. Moi j'aurais pas eu ces connaissances. Moi, j'avais pas ces connaissances. Ben, encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment les connaissances là, pratiques là, pour la gestion d'un cabinet. Pas autant, en tout cas, que si j'étais passé par un programme comme celui-ci. Ok, merci beaucoup. Donc moi, j'ai beaucoup appris, donc je suis resté attaché au PPD. Donc il y a le côté pratique parce que la différence que j'ai fait entre l'école de droit, la faculté de droit et la pratique, c'est complètement différent. Ouais. Donc ça fait peur, donc connaître les procédures. Donc c'est là que j'adore vraiment le PPD. Ouais, je pense que ça fait le pont. Oui, ça fait le pont. La faculté puis la pratique. Et la pratique, effectivement. Donc, présentement, donc, vous continuez à travailler en français, vous continuez à enseigner. Donc, quelles sont les initiatives dans lesquelles vous êtes actuellement engagé ou vous prévoyez de vous engager prochainement? Bien là, je suis vice-doyen en ce moment, mais il me reste, là aujourd'hui c'est mardi, il me reste officiellement 3 jours, je pense, là, dans mon mandat là, en tant que vice-doyen. Donc, je termine 3 ans dans l'administration de la faculté, qui a fait en sorte que mes autres projets, que ce soit des projets de recherche ou publication, ont plutôt pris le bord. Donc, j'ai passé une année en tant que vice-doyen en 2020-2021, où est-ce que c'était une année en ligne en raison de la pandémie. Ensuite, en 2021-2022, j'ai été doyen par intérim de la faculté, où est-ce qu'on était dans un mode bimodal. Puis là, cette année, en 2022-2023, je suis redevenu vice-doyen, finalement dans une année plus normale. Fait que j'ai vraiment goûté
à trois environnements très différents. Là. Fait que là, moi, j'ai une sabbatique qui m'attend. Là. Fait que dans quelques jours, à compter du 1er juillet, je serai en sabbatique. Fait que là, je compte tourner la page sur mes responsabilités là, administratives de la faculté. Je vais passer le flambeau à d'autres personnes. Et puis, c'est ça. Après ma sabbatique, c'est avec plaisir que je vais revenir à la faculté en tant que simple professeur avec mes responsabilités d'enseignement et de publication que j'ai un peu abandonnées depuis quelques années. Non, c'était pour la bonne cause. D'ailleurs, en écoutant les propos des personnes qui vous connaissent très bien, donc on a vu que vous êtes un leader, vous avez aidé la faculté à passer à travers la pandémie donc la pandémie était nouvelle pour tout le monde, donc il fallait s'ajuster. Donc, encore une fois, félicitations pour tout ça. Ça a été mouvementé, mais ça a été. C'était pas évident. C'était pas évident. Ouais. Tout était fermé, donc il fallait vraiment s'adapter et ça prend un leader comme vous pour pousser les choses pour aller vers l'inconnu. Donc maintenant, vous avez parlé de vos publications. Donc, en général, si vous me permettez, donc, dans quel champ que vous faites vos recherches? Ben moi, mon domaine d'enseignement et de recherche, c'est vraiment la responsabilité professionnelle des avocats. Donc, on parle des fois de déontologie. Donc, c'est vraiment j'ai enseigné d'autres cours aussi. J'ai enseigné le cours de délit civil, j'ai enseigné le cours de compétences et habiletés juridiques, qui est un cours de plaidoirie, de rédaction, de recherche. J'ai enseigné d'autres cours aussi, mais vraiment mon bébé à moi, là, en termes de cours, c'est vraiment le cours de responsabilité professionnelle, qui est un cours obligatoire au PCLF. Et puis c'est dans ce domaine-là que je fais ma recherche aussi. Là. Fait qu'un de mes objectifs que je m'étais donné pré-pandémie, là, c'était de me pencher sur possiblement la rédaction d'un livre dans le domaine de la responsabilité professionnelle, parce qu'encore aujourd'hui, en 2023, ça n'existe pas, un livre en français hors Québec dans le domaine de la responsabilité professionnelle. Alors, je pense que moi, en tant que prof du PCLF, puis mes collègues du PCLF, ça fait un peu partie de notre mission là, de développer ce matériel pédagogique-là, parce qu'on se dit toujours, ben, si c'est pas nous qui le faisons, ben, c'est qui va le faire? Alors, j'ai certains de mes collègues, justement, qui ont produit des livres dans le domaine du délit civil, du droit des assurances, etc. Fait qu'il y a déjà des bouquins qui existent, produits par mes collègues. Fait que c'est possiblement là, un des projets que je vais ressusciter. Là. Je vais le ramener de la pré-pandémie à la post-pandémie, là, puis on va voir si je peux faire avancer ça. Tout à fait. On a hâte de lire le livre. Donc, quel conseil vous donneriez aux francophones intéressés par la profession juridique, en particulier les aspirants avocats qui souhaitent pratiquer en français? Avocats et avocates, bien entendu. Ouais, ben, je dirais certainement de ne pas hésiter, puis de ne pas hésiter à étudier en français. Puis je dis ça aussi parce que c'est des choses qu'on dit des fois aux gens. Moi, je me souviens qu'à Sturgeon Falls, quand j'étais en 8e année, on était à l'école intermédiaire, puis on devait décider à quelle école secondaire on allait aller. Et puis à l'école secondaire qui commençait en 9e année à ce moment-là, on avait le choix à Sturgeon de l'école en français ou l'école en anglais. Et puis il y a certains des gens qui avaient fait leur parcours en français qui choisissaient le secondaire. La plupart choisissaient le français, mais certains choisissaient l'anglais de peur que, rendu à l'université, les choses vont être en anglais, ou sur le marché du travail, les choses vont être en anglais. La réalité, là, si ce sont des franco-ontariens en particulier qui nous écoutent, ou n'importe qui travaille, qui vit en français, mais en situation minoritaire, ben vous le savez, comme je le sais, que c'est pas une préoccupation. Là. L'anglais, là, on le connaît, on l'apprend, on dit toujours qu'on l'attrape comme la grippe, là, même si on ne veut pas l'attraper, on va l'attraper quand même. Donc, dans cette même veine-là, moi je dirais, si jamais il y en a qui ont un questionnement ou des soucis par rapport à étudier la common law en français, de peur que rendu en pratique, je vais me sentir un peu comme un poisson hors de l'eau parce que je vais avoir étudié en français.
moi, ma recommandation, c'est que ce n'est pas un souci du tout, du tout, du tout. Au contraire, surtout si les gens viennent d'Ottawa ou veulent travailler à Ottawa, bon, ben là, de travailler dans les deux langues, c'est un atout, en particulier au fédéral, mais ailleurs aussi. Mais surtout, ce n'est certainement pas un désavantage. La réalité, parce qu'après tout, on étudie la common law. On n'appelle pas ça le droit commun, on appelle ça la common law parce que ça nous vient de la Grande-Bretagne. Alors, veut pas, même dans les 3 ans de common law, on vit en anglais quand même. Il y a des lectures en anglais, puis comme je disais dans mon cours en ce moment, il n'y a pas de livre de responsabilité professionnelle en français, alors j'utilise un livre en anglais. Puis il y a d'autres cours comme ça aussi. Alors puis dans un sens, c'est correct. Comme c'est pas notre but en tant que prof du PCLF de faire en sorte que les gens passent par notre programme et ne connaissent pas un traître mot en anglais dans le domaine juridique. Ben non, on veut quand même que les gens finissent le programme puis soient confortables à pratiquer tant en français et en anglais. Puis moi, pour utiliser mon exemple, ça ne m'a pas nuit du tout. Là. Moi, je suis un petit gars du nord de l'Ontario, mes parents sont francophones, je suis allé à l'école en français toute ma vie. Puis je suis sorti d'ici, puis j'ai fait une cléricature à la Cour suprême. J'ai travaillé sur Bay Street à Toronto, dans un environnement très anglophone. Ça m'a pas nuit du tout. Là. Alors, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des soucis de langue de ce genre-là, moi je dirais, vous devriez mettre ça de côté. OK, donc ça c'est vraiment un bon message parce que c'est un questionnement qui revient toujours. Donc, on est à Ottawa, donc qu'est-ce qui va arriver? Donc, il y a l'anglais partout, mais effectivement, pouvoir parler, pouvoir travailler dans les deux langues, c'est l'idéal. Exact. Maintenant, on va terminer avec notre dernière question. Le temps passe rapidement. Avec quel mot d'inspiration ou de sagesse aimeriez-vous nous laisser? Et moi, je dirais, pour toute personne qui nous écoute, qui soit en train de considérer la faculté de droit comme pour ses études, ou bien peut-être est à la faculté de droit en ce moment, est en train de penser au PPD, etc. Moi, je dirais, moi, ce que j'ai aimé de la faculté de droit, c'est que c'est les portes que ça ouvre. Parce que moi, mon background n'est pas le background traditionnel pour quelqu'un qui vient en droit. Je ne suis pas passé par les Sciences Po, les sociaux, les psychos ou des choses comme ça. Puis il n'y a rien de mal avec ces baccalauréats-là, bien sûr, mais moi, j'ai fait mon bac en sciences. Moi, mon amour du point de vue intérêt là, intellectuel au secondaire, c'était les mathématiques et la physique. C'est là-dedans que j'ai commencé mes études et puis c'est là-dedans que j'ai eu mon bac, un bac en sciences. Et puis pour moi, la faculté de droit, c'était vraiment l'idée que je suis rentré à la faculté de droit pour les portes que ça ouvrait. Parce que la dernière chose qu'il faut penser là, quand on pense à la profession d'avocat, c'est qu'il y a juste une voie. Parce qu'il y a des avocats là, qui font toutes sortes d'affaires. Des avocats, l'avocat qui fait du droit pénal, l'avocat qui fait du droit de la famille, l'avocat qui fait du droit corporatif en grand cabinet, l'avocat qui fait du droit international aux Nations Unies, ils ont des réalités complètement différentes. C'est des jobs, là, c'est des emplois complètement différents, dans des domaines complètement différents, dans des enjeux différents. Oui, ils portent tout le chapeau d'avocat, mais en bout de ligne, c'est très, très, très différent comme défi auxquels ils font face à tous les jours. Alors moi, je dirais, la profession d'avocat, ça offre ça. Donc, s'il y en a qui doutent, s'il y en a qui se questionnent, je pense que c'est une bonne profession dans laquelle se lancer. Et puis, c'est une profession dans laquelle on peut choisir ce qui nous intéresse. Puis, mon dernier message, ça serait celui-là la vie est courte, de vraiment choisir quelque chose qui nous intéresse. Puis, la profession d'avocat offre une panoplie de choses. Puis si on essaye quelque chose, puis on mord à ça, ben on continue là-dedans. Mais si on essaye quelque chose, puis on voit que c'est pas pour nous, ben il y a moyen de changer. Moi, j'ai changé de plume à quelques reprises. J'étais sur Bay Street à faire du droit corporatif. Ensuite, j'étais sur Bay Street à faire du litige. Puis là, tout à coup, je me retrouve prof. Alors, il y a moyen
de changer au sein de cette profession-là. Alors, il faut vraiment trouver ce qui nous intéresse et puis foncer vers ça. Donc, tout à fait. Donc, il y a un vieil adage qui dit que le doigt mène à tout. Donc, effectivement, et moi, je viens des mathématiques aussi. Ah, parce ok, que ok. médecine aussi, je pense, vient un peu de... Donc, on a vraiment des parcours assez différents parce que parfois, on lit que les gens qui viennent en droit, ce sont les gens qui ne sont pas bons en mathématiques. Donc, c'est vraiment pas la réalité. Et puis, autre chose que j'ai retenu, c'est qu'on peut toujours changer on peut toujours changer de domaine dans la pratique du droit. Encore une fois, c'était vraiment un plaisir de vous entendre, d'entendre vos conseils, parce qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes, étudiants et même des professionnels en début de carrière qui se cherchent encore. Donc, c'est là que moi, j'ai aimé le PPD. Donc, on a vu plusieurs domaines de droit, donc on peut choisir à la fin, mais si ça ne marche pas, on peut toujours quand même changer. Encore une fois, merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne année sabbatique. Merci. On a hâte de vous revoir pour la publication du livre. Donc, on ne doute pas que ça va être un succès parce que ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci.